Imaginez une ferme capable de produire plus de 100 000 euros de légumes et sur une surface à peine plus grande qu'un terrain de tennis. Pas de tracteur, pas de grande infrastructure et pourtant une rentabilité qui défie les modèles classiques de l'agriculture. Comment Curtis Stone, un ancien musicien sans terre et sans capital, est devenu l'un des pionniers de l'agriculture ultra intensive et quels sont les secrets de sa réussite? Dans cette vidéo, on décortique les leviers qui lui ont permis de transformer des petits jardins en une véritable machine à profit, tout en respectant les principes de durabilité. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai les meilleurs conseils pour réussir votre propre micro-ferme. Alors Curtis Stone, c'est un entrepreneur agricole pas vraiment comme les autres. Son parcours, il a rien d'un itinéraire classique. Avant de devenir l'un des agriculteurs urbains les plus influents, il était musicien. Donc pendant des années, il vivait en ville, il jouait dans des groupes et tournait sur les routes du Canada. Mais peu à peu, il se sent à l'étroit dans ce mode de vie. Et en 2008, c'est là qu'une vraie quête d'indépendance a commencé. Curtis s'est lassé de sa vie urbaine, il a décidé de changer de cap. Il rêve de vivre en autosuffisance, loin des systèmes économiques traditionnels. Il explore alors plusieurs voies, le survivalisme, la permaculture, la construction de maisons autonomes, etc. Mais un obstacle se dresse devant lui, le foncier. Alors le déclic, c'est de cultiver sans posséder de terre. When I decided that, okay, I'm gonna do a farm, and I'm gonna farm in backyards, and I'm gonna do it by bike, I didn't run into a lot of people that said that's fucking crazy. But I remember my dad was just like so blown away by, are you out of your mind? Acheter une ferme coûte une fortune, or Curtis n'a ni héritage ni capital, alors plutôt que d'abandonner son rêve, il fait une découverte révolutionnaire, le spin farming, un modèle développé par un agriculteur canadien. L'idée, cultiver des parcelles dans des jardins urbains en échange de légumes sans payer de loyer. But that's the biggest advantage of farming in the city, is you're in the market, you're right there. You don't have to travel into the city to meet those connections. They're already there and they come to you often. Curtis commence alors à contacter des propriétaires de jardins et de terrains inexploités dans sa ville natale, Kelowna. Rapidement, il parvient à récupérer une parcelle et par la suite 7 autres, et ça on verra plus tard, toutes situées dans des quartiers résidentiels. Et c'est là que Green City Acres est né. Une ferme sans tracteur, sans pesticides, sans irrigation coûteuse, mais avec une organisation implacable. And to see the look on his face the first year when I told him, you know, I put in $7,000 to start the business and I made 22 my first year, which wasn't a lot of money, but it was, hey, that's more than I thought I could make. And he was just blown away. And then each year, you know, we doubled and tripled what we've done on the same amount of land, the same amount of people working. It's just been incredible on how many heads have turned. Pour vivre d'une activité agricole sur une aussi petite surface, c'est vraiment pas un défi simple. Il lui faut une organisation chirurgicale. Chaque parcelle est pensée comme une unité de production indépendante, avec des cultures adaptées à sa taille et à sa proximité. Le choix des légumes cultivés est très réfléchi, comme on le verra dans un instant, et les récoltes sont planifiées au jour près pour optimiser les livraisons qui se feront pendant très longtemps à vélo. You don't necessarily have to have the largest piece of land or the most ideal piece of land to start. You could start with your grandmother's front yard and just start growing some stuff there and getting some production going, making things happen. That will lead to so many other opportunities. By starting small and just kind of growing incrementally, this means that you can really avoid taking on lots of debt. So once you get some production going, you get some capital flowing, pay yourself, reinvest back into your farm, recapitalize the business, and grow it that way. You don't have to take on tons of debt. You don't have to have all the fancy gear to start. Just start. Maybe it means just gardening for a year while you keep your day job and getting some experience that way. Mais comment une simple entreprise de cette taille-là peut-elle générer 100 000 euros par an sur une si petite surface? La réponse se trouve dans ces stratégies bien pensées que nous allons explorer maintenant. On va commencer par analyser les points forts de sa micro-ferme. Après avoir mis en place un modèle agricole sans achat de terre, Curtis Stone a affiné son approche pour maximiser la rentabilité de chaque mètre carré cultivé. Son secret, c'est une approche méthodique basée sur 3 piliers. Une sélection minutieuse des cultures, une organisation logistique sans faille et des techniques agricoles optimisées. Alors on va décrypter maintenant chacun des leviers de sa réussite. D'abord, le choix des cultures. Rapidité, densité, prix élevé. Donc la première règle d'or, chaque centimètre carré doit générer du chiffre d'affaires. Curtis ne cultive que des légumes qui remplissent ces 5 critères précis. Le premier, c'est la popularité. Il sélectionne des légumes que les clients connaissent et recherchent. C'est d'ailleurs la base. Répondre à une demande existante est beaucoup plus simple que d'essayer de vendre une production que seul vous connaissez ou appréciez.
Le deuxième, c'est des cycles ultra courts, moins de 60 jours entre le semis et la récolte, pour multiplier les rotations sur une même surface. Donc ici, il n'est pas question de faire pousser des artichauts, des poireaux, des pommes de terre ou même des tomates comme tous les autres maraîchers. 60 jours, c'est le temps maximum pour une récolte. Ensuite, une densité extrêmement élevée, des cultures très serrées pour optimiser tout l'espace. Cette densité de culture, elle va de pair avec des cultures à cycle court. Comme leur cycle est court, leur système racinaire prend peu de place et leur envergure n'est pas non plus trop importante à maturité, quitte à même récolter ces verdures plutôt que recommandé. Ensuite, un prix au kilo extrêmement attractif. Il vise les légumes qui se vendent très cher et en volume aussi. Connaître les marges et la rentabilité de chaque culture, ça permet de faire le bon choix, et quand la place est le facteur limitant, les rendements par surface deviennent prioritaires. Et enfin, la production sur plusieurs mois. Il privilégie les cultures pouvant être récoltées le plus longtemps possible dans l'année. On va prendre l'exemple de l'épinard, l'un des cultures phares de Curtis Stone. Il a une stratégie de récolte en plusieurs coupes, donc au lieu d'arracher toute la plante en une seule fois, il va couper uniquement les feuilles matures. Résultat, sur la même plante, les épinards peuvent être récoltés jusqu'à 6 fois avant d'être remplacés. La force de cette stratégie est qu'elle limite le travail considérablement, car moindre semis et de préparation de sol, et qu'elle permet plus de rendement par planche de culture. Je vous donne ici les cultures les plus rentables selon son système et selon lui. La première, ça va être la salade mixte, la Salanova, où il récolte 120 livres, environ 54 kg par planche de culture de 15 mètres, et ça c'est vendu 8 $ par livre, donc ça donne environ 1000 $ par récolte, et ça renouvelable 3 fois. Ensuite, il y a les micro-pousses, principalement tournesol et pois, on en reparlera par la suite. Il a une serre bioclimatique avec une capacité de 120 plateaux en rotation par semaine, et ça, c'est vendu entre 15 et 30 $ pièce, donc ça veut dire jusqu'à 3000 $ par semaine. They meet all the 5 characteristics of a profitable crop, and I can do them year round, short date of maturity, high yield per square foot. They don't have to occupy land, which is a huge advantage. Ensuite, il y a la roquette, où il produit environ 27 kg par planche de culture, et ça c'est vendu 10 $ par livre, donc environ 600 $ de récolte par planche. Il y a, comme dit tout à l'heure, les épinards, où il récolte environ 32 kg par planche de culture, donc ça donne environ 560 $ par récolte et par planche. Et enfin les navets blancs à Coureil, où il récolte environ 36 kg par planche de culture, ce qui donne environ 500 $ par récolte et par planche, toujours des planches de 15 mètres. Donc la stratégie clé, ce sont des rotations intensives. Avec ces planches de culture, chaque légume est récolté et remplacé instantanément. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de surface inutilisée et il n'y a pas de sol à nu. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut une logistique irréprochable. Et c'est là que Curtis déploie son deuxième levier de succès. Une logistique redoutable, un gain de temps et fluidité. Donc la deuxième règle d'or, 0 temps perdu, tout est optimisé. Curtis a conçu sa ferme comme une machine de précision. Les parcelles sont organisées en zones de rotation. Les plus proches de sa base, donc chez lui, sont dédiées aux cultures rapides à forte rotation, et les parcelles plus éloignées sont réservées aux cultures nécessitant moins d'attention. Ce principe rappelle d'ailleurs le concept des zones en permaculture, qui classifie les espaces selon leur fréquence d'utilisation. On distingue généralement 5 zones, allant de la plus proche, dédiée aux cultures et activités quotidiennes, comme le maraîchage ou le poulailler, jusqu'aux zones les plus éloignées, réservées aux interventions annuelles, comme la production de bois, ou laissées entièrement au milieu naturel, servant de réservoir écologique. Ensuite, il y a la livraison à vélo, c'est un choix à la fois économique, mais aussi marketing. Donc ça permet une réduction des coûts et de l'empreinte carbone, et c'est un argument de vente puissant pour les restaurants et les marchés locaux. Il a par la suite basculé vers l'utilisation d'un utilitaire électrique pour faciliter la livraison de volumes plus importants, mais vous voyez, pour démarrer, on peut quand même démarrer très simplement et à moindre coût avant d'investir dans du matériel beaucoup plus coûteux. Ensuite, ces commandes sont gérées avec des fiches hebdomadaires qu'il appelle des fresh sheets, où chaque client reçoit une liste des produits disponibles, et ça permet à Curtis de ne cultiver que ce qui est vendu, et ça évite ainsi le gaspillage et les surplus. Il faut savoir qu'en maraîchage, habituellement, on considère entre 20% et 40% de pertes, ce qui est vraiment énorme, et ça c'est inconcevable quand la place disponible elle est aussi restreinte. Donc le résultat, c'est une production maîtrisée, zéro perte, et un revenu stable, prévisible et sécurisé. Alors bien sûr, pour en arriver à là, il lui a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'apprentissage et de rectification. Avant d'avoir un système qui fonctionne, les erreurs, il en a commis beaucoup, et on le verra tout à l'heure. Mais un intérêt incroyable d'avoir que des cultures à cycle très court et que votre apprentissage est d'autant plus rapide. Vous vous améliorez tous les 60 jours au lieu de tous les ans, ce qui vous donne une progression 6 fois plus rapide. Mais le vrai secret de Curtis, c'est l'optimisation des techniques agricoles. Voyons comment il arrive à produire autant sur une aussi petite surface. Des techniques de production ultra efficaces. La troisième règle d'or, chaque geste doit maximiser le rendement.
Sur une micro-ferme, chaque mètre carré compte, chaque minute doit être optimisée, et voici les 4 piliers qui permettent à Curtis d'atteindre une productivité exceptionnelle. Une serre bioclimatique ultra rentable, des tunnels mobiles pour allonger les saisons, des planches de culture prêtes en un temps record et une irrigation entièrement automatisée. Alors d'abord la serre bioclimatique. Elle est là pour une production ultra rentable. Elle est adossée à une maison, donc cette serre n'est pas une serre classique, c'est vraiment un moteur de rentabilité. Elle est chauffée naturellement par l'inertie thermique du bâtiment et les rayons du soleil de l'autre côté. Il y a une grosse ventilation forcément pour éviter les maladies et contrôler l'humidité générale. Et elle est optimisée pour les micro-pousses, une production en rotation permanente qui lui permet de produire jusqu'à 120 plateaux en simultané. Alors pourquoi les micro-pousses? Parce qu'il n'a pas commencé par là, au début il y avait des bandes de culture pleine terre dedans, et bien parce qu'elles ont un cycle de culture ultra court, 10 jours seulement, une demande très forte et ça se vend à un prix très élevé, entre 15 et 30 $ par plateau. Ensuite, il y a les tunnels mobiles, à la fois pour une protection et pour une prolongation des saisons. Si la serre bioclimatique elle est réservée aux micro-pousses, les cultures en pleine terre bénéficient d'un autre atout, des tunnels souples et légers, faciles à installer et à déplacer selon les besoins. They are considerably cheaper than setting up a greenhouse to cover the same size. If you're an urban farmer like myself, you can set these up in a front yard and they're only going to be there temporarily. Ces structures polyvalentes et économiques, elles sont montées directement sur les planches de culture et elles offrent une production modulable en fonction des cultures et en fonction des saisons. Et ça va permettre de prolonger les récoltes et d'avancer les semis en créant un microclimat. Et au final, ces tunnels ils vont permettre de démarrer plus tôt au printemps et de poursuivre les récoltes bien après l'arrivée du froid. C'est également une barrière contre les intempéries et contre les nuisibles. En combinant bâches plastiques et filets anti-insectes, au final, Curtis il protège ses cultures à la fois du vent, des pluies torrentielles, mais aussi des ravageurs comme la mouche du chou ou les altis. Résultat, une production maîtrisée et continue, même dans des conditions climatiques difficiles. Faut savoir que l'hiver, là-bas, il y a énormément de neige, donc ça peut être très compliqué pour faire de la culture en plein champ, en pleine terre, de manière classique. Ensuite, des planches de culture prêtes en un temps record. Ici, chaque parcelle est un levier de productivité, et pour accélérer la rotation des cultures, Curtis applique des techniques très précises et très standardisées. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de labour, il y a juste un passage de grelunette pour aérer le sol et sans le perturber, voire un passage de rotavator avec un motoculteur s'il y a vraiment un besoin. Il utilise beaucoup de bâches de solarisation, donc les planches de culture elles sont couvertes pendant plusieurs semaines avant plantation pour éliminer naturellement les mauvaises herbes et améliorer la fertilité. So I want to have these beds prepared and planted in about 3 weeks or so. So in the meantime, I've just covered them up with a tarp. And that's essentially to just kill everything in there, the last remaining crops and any of the weeds that might have grown a little bit or any weed seeds that are in the soil so that I can expedite their germination, because what I've done is by covering this up and it's a black tarp, I've encouraged the weeds to grow because it's going to attract more sunlight to the soil. It's a nice warm and moist environment, and that's going to help encourage all those weed seeds to germinate. And then when I pull this tarp off, if I leave it long enough, it'll just smother those weeds out and they'll die. Or I'll come in with my flame weeder and I'll just toast them really quickly, and then I'll prepare those beds with my no-till methods like I normally do. And then that way I'll have a really clean seed bed that has no residual weeds or crop in it. Et il utilise des outils très spécialisés, par exemple une récolteuse pour les salades, semoir de précision pour un ensemencement parfait, etc. Chaque outil a une fonction précise et est parfaitement adapté à la dimension de la ferme. Et enfin, une irrigation automatisée et ultra efficace. L'eau, c'est une ressource précieuse, et ici, rien n'est laissé au hasard. Il y a un arrosage goutte à goutte sous bâche pour éviter l'évaporation. Il y a également une aspersion fine pour les semis, simulant une pluie naturelle, et une minuterie programmée pour un apport d'eau précis et sans gaspillage. Chaque détail est pensé pour produire plus vite et avec moins d'efforts. C'est cette maîtrise du temps et de l'espace qui permet à Curtis de générer autant sur une si petite surface. Avec ces 3 leviers, Curtis génère un revenu impressionnant, mais cette réussite ce n'est pas faite sans défis, et c'est en surmontant ces obstacles qu'il a vraiment peaufiné son modèle. Défis et solutions, l'envers du décor d'une ferme ultra productive. Réussir une micro-ferme rentable, ce n'est pas juste une question technique, c'est aussi savoir résoudre des défis qui surgissent sur le terrain, parce que oui, les défis, il y en a tous les jours. Le premier, ça va être la pression des insectes, et ça c'est vraiment un fléau qui peut tout ruiner. Les micro-fermes sont souvent confrontées à un ennemi invisible, c'est un problème qui peut décimer des cultures entières en quelques jours seulement. Par exemple, pour le navet, lors de ses premières années, Curtis a perdu 100% d'une récolte à cause des larves de mouches de chou, et ça c'était vraiment un désastre et un vrai coup dur. Sa solution, c'est l'anticipation.
Désormais, chaque culture sensible est protégée dès la plantation avec des filets anti-insectes ultra fins. Et le résultat, plus aucune perte, les navets ils sont parfaits, ses clients ils sont ravis, et Curtis n'a même pas besoin de traiter ses cultures. Le deuxième défi qu'il a rencontré, c'est s'adapter aux attentes des clients. L'agilité comme clé du succès. You're trying to sell at a market or you're trying to pursue a certain type of customer or whatever it is, and you just keep running into barriers. Well, maybe you need to try something else. Maybe you need to be more like water and move around things. Don't try to force things. Follow the path of least resistance. Vendre des légumes c'est une chose, mais les vendre aux bons clients, sous la bonne forme, au bon moment, ça c'est vraiment un art. Les chefs ils veulent du sur-mesure, ils veulent pas juste des légumes, ils veulent vraiment une présentation parfaite. Je vais donner l'exemple du navet à Courreille. Curtis il aurait pu les vendre avec leurs feuilles complètes, mais en discutant avec ses clients, il découvre qu'il préfère garder exactement 2 cm de tige pour une meilleure tenue dans l'assiette. Et ça, il l'a directement appliqué, et ça a clairement augmenté ses ventes, et ça a beaucoup plu au chef. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est une écoute très active. Et ça, Curtis, il maintient un lien direct avec ses clients, il envoie des fresh sheets chaque semaine, suit leur retour et adapte ses récoltes en fonction. Résultat, c'est un taux de fidélisation énorme, ses clients ils savent qu'ils reçoivent exactement ce dont ils ont besoin, et ça les pousse à commander encore et encore chez lui. Le troisième défi dont je voulais vous parler, c'est l'équilibre, travail et vie personnelle. Donc vraiment ne pas se laisser submerger. Le plus grand danger d'une micro-ferme ultra intensive, c'est pas seulement les ravageurs ou la météo, c'est au final l'épuisement de l'agriculteur. Au début, Curtis travaillait sans relâche, plus de 80 heures par semaine, jusqu'à ce qu'il comprenne une règle simple, essentielle, produire intelligemment, mais pas travailler plus. La solution, ça a été la standardisation et la délégation. Donc 60 heures de travail maximum par semaine, réparties entre lui et un employé. Il a des systèmes automatisés, une irrigation programmée, et des planches de culture prêtes en un temps record, avec des techniques de standardisation. Et il a un modèle ultra efficace avec des process standardisés qui lui permettent de libérer du temps pour enseigner ou inspirer d'autres agriculteurs ou seulement pour du temps en famille et du temps personnel. Et ça a un résultat énorme, ça crée une ferme rentable sans sacrifier sa qualité de vie. La moralité, c'est que chaque problème a sa solution. Anticipation, écoute des clients et efficacité, c'est au final 3 piliers qui permettent à Curtis de faire tourner une ferme ultra productive, ultra rentable, sans s'épuiser. Alors pour résumer, quels sont les secrets de réussite de Curtiston ? D'abord, choisir des cultures stratégiques, donc des légumes à forte demande, à rotation rapide, salade, micro-pousses, radis, épinards, etc. Une priorité donnée aux cultures qui offrent plusieurs récoltes et maximisent le chiffre d'affaires. Le deuxième point, c'est d'exploiter chaque centimètre carré par une production avec des tunnels mobiles pour allonger la saison, etc. Une serre bioclimatique pour un revenu stable toute l'année. Et une optimisation des planches de culture avec des techniques sans labour et des outils ultra efficaces. Le troisième point, c'est de maintenir une relation solide avec ses clients. Donc il faut une écoute attentive des besoins des chefs et ajuster ses récoltes en conséquence, créer des fresh sheets ou des fiches et un suivi rigoureux pour fidéliser sa clientèle et augmenter sa fiabilité et sa régularité des livraisons pour vraiment asseoir sa réputation. En résumé, c'est un modèle ultra efficace où chaque décision vise à maximiser le rendement et minimiser l'effort. Ce que Curtis nous prouve, c'est qu'il n'est pas nécessaire de posséder des hectares pour vivre de sa passion. Avec des bonnes méthodes, même 1000 m² suffisent pour bâtir un empire agricole rentable. Urban farming has a potential to really, we can create a whole new system here in the city. I think that's really exciting because, well, for one, the demand is there, but there's also the sense that young people can do this without owning land because there's lawns and nooks and crannies of places, gardens, empty spaces and empty lots that people can occupy and grow food in. Vous rêvez de créer votre propre micro-ferme ? Ne laissez pas vos doutes vous freiner. Ce que Curtis nous enseigne, c'est que réussir en agriculture n'est pas une question de superficie, mais de stratégie. Pas besoin de tracteurs, pas besoin de terres immenses, pas besoin d'un gros budget pour commencer. The biggest 2 pieces of advice I tell people, and this goes against what everything in society says, is if you want to farm, drop out of university and don't buy land. Do not even think about buying land. It just puts so much pressure on your operation right off the bat, and if you want to come into it comfortably, having that pressure isn't going to help you. It's going to really hinder your operation. So I think that's the biggest advantage of spin farming in the sense that we see is not owning land and having that freedom to shift things around if they need to. If you need to move away, then you can do it. I could walk away from my operation in a heartbeat if I needed to. I have zero debt. I don't own any of my land. I don't have to worry about selling a piece of land if I want to leave it. So don't buy land. Don't go to university for urban farming, or read the books.
get started. That's all you got. Ce qu'il faut, c'est une vision claire, un plan efficace et une volonté d'optimiser chaque mètre carré. Si Curtis l'a fait, alors pourquoi pas vous? Et si la clé du succès, c'était de penser autrement, de voir chaque contrainte comme une opportunité, d'arrêter de forcer des méthodes dépassées et d'apprendre à observer, à tester, à s'améliorer sans cesse, de comprendre que certaines cultures nous font plaisir, mais que d'autres nous font vivre, que certaines techniques sont séduisantes sur le papier, mais que seules celles qui prouvent leur efficacité méritent d'être appliquées. L'agriculture évolue, et un modèle comme celui-ci ne procure pas seulement un revenu, mais il offre aussi une liberté. La liberté de faire ses propres choix, la liberté d'être indépendant et de ne pas dépendre d'un système fragile, et la liberté d'avoir du temps pour ses projets, pour sa famille, pour ceux qui comptent vraiment. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la et commencez à écrire votre propre histoire agricole. Le changement, ça commence ici.